Bonjour à tous, c'est parti pour la revue de psychologie positive avec un petit peu de retard, bien sûr, mais on va y arriver. Salut, nous voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? On a plusieurs articles que je vais tout de suite sortir dans leur intégralité, puisqu'il m'en manque 4 à afficher, donc je voulais... Mais, alors évidemment, on va pas tout faire, mais ça permettrait de voir sur quoi on part aujourd'hui. Hop, et plus que deux autres, et on est bon. Alors, il y en a un dont je voulais vous parler de toute façon ce matin de manière assez sûre, euh, et d'autres que on va regarder ensemble. Tac, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a bien 7 articles. Ah. Alors celui-là, je dois l'avoir aussi de mon côté, je regarde. Tac. Voilà. Je l'avais téléchargé. Alors. Bon, ça, c'est pas sûr qu'on le fasse. Un truc sur la masculinité. La masculinité toxique, bien sûr. Pourquoi pas. Euh, un article sur le fait de faire du quiet quitting, donc de se désengager de son travail de manière discrète, c'est-à-dire que vous restez salarié d'une boîte, mais vous vous désinvestissez. Un article sur les interventions auprès des jeunes, notamment basé sur le rapport à la nature. Ça c'est pareil, c'est un article qui est un peu qui est intéressant, mais je sais pas si ça va me parler à tout le monde, donc je vais peut-être le mettre de côté. Pourquoi est-ce que les personnes, enfin est-ce que les gens sont radins ou généreux? Fondamentalement, la bonne question est philosophique, et psychologique, et économique. Voilà. Et comment les influenceurs, les influenceuses font en sorte que les jeunes femmes se sentent mal. Et enfin, la thérapie par les films. Alors moi, ce que je vous propose, je vois un petit sujet, j'essaye maintenant de faire, comment dire, des regroupements pour qu'il y ait un petit peu un sujet quand même, un peu un fil rouge. Euh, Moi, je vois un sujet masculin, féminin, réseaux sociaux, films, qui est intéressant. Là, on a deux articles qui sont plutôt autour de l'argent et de le, on va dire de l'implication et du travail. Et puis ensuite, quelque chose sur le comptage des items dans le cerveau, qui est un truc assez qui n'intéresse quand même que les psychologues cognitivistes. Donc, on va peut-être laisser ça de côté, cogniticiens, je sais pas comment on peut dire. Et puis là, la nature, bon, on peut peut-être laisser de côté aussi. Alors, c'est parti. On va faire ces trois sujets-là. On va alterner. Et on va commencer avec, pardon, avec un article de Psychology Today, rédigé par une docteure en psychologie, Renée Engen, sur l'influence, enfin l'effet des influenceurs sur les jeunes femmes. Et pourquoi ça les fait se sentir mal. Alors on sait depuis quand même pas mal de temps maintenant que il y a... Hop, j'éteins mon téléphone pour pas qu'on soit dérangé. Voilà, vous voyez, ça commence. On sait qu'il y a déjà depuis quelques années une mauvaise influence des réseaux sociaux, en tout cas que ça a un effet, par exemple Instagram, sur l'image des femmes, sur la dépression chez les ados, etc., et sur l'estime de soi. Ça, c'est quelque chose qui est acté, si vous voulez, il y a plein d'articles de recherche sur le sujet, de manière en plus assez... qui ont été faits soit de manière un peu labo, c'est-à-dire on fait des tests en labo avec des gens et on leur montre des... Voilà, et on mesure en avant-après, soit grandeur nature avec des réseaux sociaux, puisque les chercheurs peuvent avoir accès à certains corpus, notamment de Meta ou de Twitter, et donc... enfin, Meta c'est Instagram et Facebook, hein. Et les adolescents c'est pas trop Facebook, donc voilà. Et ça leur permet comme ça de faire des analyses et de voir par exemple les comptes auxquels les jeunes filles et jeunes hommes sont exposés
et ensuite ce que ces personnes-là postent sur les réseaux sociaux, et de voir le lien entre leur humeur, leur mood, ce que ces personnes-là vont raconter, vont poster comme photo, et, euh, et puis ce à quoi ces personnes ont été exposées. Après, on fait aussi des tests où on va voir les gens qui regardent plus ce type de compte, on va leur demander ce qu'ils pensent enfin, comment ils se sentent, quelle estime de soi ils ont, etc., etc. Bon, bref, il y a plein de méthodologies différentes pour faire ça. Et donc l'article commence avec ça, c'est qu'il y a quelques années, dans les années 80, 90, donc avant les années pré-internet, et même début 2000, avant Insta en fait, euh, la, le focus des médias, il était sur les top modèles, vous savez, hein, qui sont sur les magazines de mode, etc. Avec plein de dérives, c'est là où on a eu vraiment comment dire, une démocratisation du terme anorexie, boulimie, enfin des termes anorexie, boulimie, où on a vraiment sensibilisé le public à ça parce que c'est un gros problème. Mais aujourd'hui, les photos de magazine, c'est plus trop le sujet par rapport aux ados ou par rapport aux femmes et à l'image qu'elles peuvent avoir d'elles-mêmes. Euh, Maintenant, la problématique, elle est plutôt sur les réseaux sociaux, qui peuvent entraîner une plus grande insatisfaction des femmes avec leur apparence. C'est aussi le cas chez les hommes, mais c'est plus fort chez les femmes. Euh, Puisque, évidemment, le corps de la femme est beaucoup plus sexualisé, plus commenté, etc. Et donc, ça a un effet beaucoup plus fort que celui des hommes. Euh, et donc, les recherches sur les réseaux sociaux se sont focalisées sur les images soit de célébrités, soit de pairs. Donc de personnes qui sont similaires, hein. Donc vous êtes ado, bah, des images d'ados aussi. Euh, et les chercheurs pardon, ont beaucoup ignoré. Alors bon, il y a quand même des études dessus, mais c'est vrai qu'au début, les chercheurs ont beaucoup ignoré les semi-célébrités, ce qu'elle appelle les semi-célébrités, les influenceurs. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup les comptes Instagram de gens connus, ou les comptes Instagram de pairs, donc de personnes qui sont similaires, mais pas cette espèce de fame intermédiaire. On aurait dit dans les années 90 des starlets, eh bien des influenceurs. Je suis désolé pour les influenceurs, il n'y a pas que. Mais voilà, les influenceuses. Et c'était ignoré alors que ça joue un rôle évidemment le plus important qui est suivi et ce qui a le plus d'impact, c'est finalement les influenceurs, pas forcément les énormes stars. En tout cas au niveau de l'image de la femme. Euh, donc il y a une étude qui a été publiée de l'université Flinders en Australie, donc, que je vous affiche ici, comparer et auto-objectifier l'effet de l'imagerie sexualisée postée sur Instagram par les influenceurs sur l'image qu'ont les femmes de leur corps. Voilà, une étude qui a été publiée assez récemment, voilà, en septembre 2023. Et donc cette étude a montré que, enfin, elle a testé, elle a voulu tester si les images euh, des influenceurs, des influenceuses notamment, vues par des personnes lambda, avaient un effet négatif sur l'humeur et l'image du corps qu'avaient les femmes, l'image de leur propre corps qu'avaient les femmes, et l'image du corps des femmes en général. Euh, et notamment, bon voilà, avec on parle d'images sexualisées quand on parle d'images en lingerie ou en bikini, hein, notamment. Euh, donc, où le corps est mis en avant. Après, il n'y a pas de problème, évidemment, hein, à faire des photos en lingerie ou en bikini, mais voilà, c'est là où le corps est vachement mis en avant. Enfin, la photo, des fois, c'est d'ailleurs des photos juste voilà, du tronc, par exemple, où vous n'avez pas forcément la tête de l'influenceuse à ce moment-là. Le terme d'influenceur, bon, ça, vous savez ce que c'est, hein. Euh, Ah oui, alors il y a un autre sujet, un autre phénomène, c'est que il y a plusieurs études qui ont été faites et sondages qui ont montré que de nombreuses personnes, enfin de nombreux jeunes, avaient envie de devenir influenceurs. De 25% dans une étude à 54% dans une autre. Alors là, c'est des études anglo-saxonnes, mais on retrouve les mêmes choses aussi chez les jeunes français, par exemple, ou les jeunes européens.
Euh, oui, c'est ça. Donc les influenceurs, évidemment, ils vendent souvent des choses, euh, mais ils ont l'air plus proches des gens, ça a plus l'air d'être le pote d'à côté ou la personne qu'on pourrait avoir dans son groupe d'amis ou qu'on pourrait connaître que, évidemment, la méga star internationale. Et c'est ça qui rend aussi, c'est pour ça aussi que les marques euh, font des placements de produits et mettent de la pub auprès des influenceurs. C'est tout l'intérêt des influenceurs. Parce que certains influenceurs ont des publics plus ou moins niches, mais justement, cette niche, elle est vachement plus touchée que si on arrose en général, en fait. Des grosses stars ou qu'on arrose plein de personnes en général. Donc on préférera pour une marque cibler quelques influenceurs intéressants et mettre de l'argent sur ces. Enfin, dispatcher l'enveloppe de marketing sur plein d'influenceurs pertinents plutôt que de faire une grosse enveloppe pour de la grosse pub qui va arroser partout de manière un peu indifférenciée ou qui va arroser sur les réseaux sociaux en fonction de la personne qui regarde euh, ou sur YouTube ou autre. Ça sera toujours moins efficace qu'un influenceur. Ça dépend des produits après, mais ou les deux peuvent se compléter en tout cas. Bon. Donc le fait d'être donc les autres recherches qui ont travaillé sur le sujet montrent que l'exposition à ces images sexualisées augmentait l'humeur, les émotions négatives des femmes et l'insatisfaction par rapport à leur propre corps. Et dans cette nouvelle étude, euh, c'était vraiment sur donc, les influenceuses, notamment. Donc ils ont pris les influenceuses les plus suivies sur Instagram qui n'étaient pas des actrices ou des musiciennes et qui avaient au moins 1 million de followers. Donc ils ont récupéré tous les posts de ces influenceuses euh, et ils ont choisi des influenceuses qui avaient à la fois des posts entre guillemets sexualisés, donc où l'influenceuse se montre en bikini ou en lingerie, ou d'une manière un peu suggestive, euh, et des influenceuses qui en même temps avaient des images standards focalisées sur la mode, mais qui n'étaient pas sexualisées, qui ne mettaient pas en avant le corps dénudé, etc. Bon. Toutes les images montraient au moins trois quarts du corps de l'influenceuse. Voilà. Et donc les participants dans cette étude étaient 230 jeunes femmes âgées de 17 à 25 ans, la plupart des étudiants à l'université. Euh, et l'étude était présentée comme une étude qui se focalisait sur la pub sur les réseaux sociaux. Donc il y avait 3 sets d'images. On prend les participants, hop, on les répartit aléatoirement entre 3 groupes. Un groupe où les influenceuses avaient juste des... hop là, j'ai des cheveux dans les doigts. Voilà. Les influenceuses avaient juste enfin, voilà, avec des articles de mode, juste... elles montraient telle ou telle tenue à la mode. Un deuxième groupe où il y avait que des images sexualisées d'influenceuses. Et un troisième groupe où il y avait un peu un mélange des deux. Ah non, et un troisième groupe, pardon, c'est pas ça, où il n'y avait pas le corps, ou juste les mains ou les pieds de l'influenceuse. Voilà. Ce troisième groupe, c'est le groupe contrôle en fait, où on estime qu'il n'y a pas d'effet, parce que c'est pas le corps de l'influenceuse qui est mis en avant. Et après, c'est soit dénudé, soit pas dénudé. Ok. Avant de regarder ces images, les participants, donc, on mesurait chez les participants on leur faisait passer des tests d'humeur et d'insatisfaction par rapport à leur corps. Et pendant que les personnes regardaient les images, devaient évaluer chaque image. Et après avoir revu les images, les participantes repassaient le questionnaire de satisfaction par rapport à leur corps, d'insatisfaction plutôt, et d'humeur. Donc c'est des mesures, des tests. Et enfin, les personnes remplissaient une échelle de comparaison d'apparence, de comparaison physique, et elles devaient dire à quel point elles pensaient à leur propre apparence en regardant les images. Et d'une manière générale, qu'est-ce que montrent les résultats? Eh bien, ils montrent que
le fait de voir des images d'influenceuses augmentait les humeurs négatives, les émotions négatives et l'insatisfaction par rapport au corps des femmes qui voyaient ces images. Alors que les femmes qui voyaient des images de produits avaient plutôt une amélioration de leur humeur et de leur image corporelle. Et les images sexualisées avaient l'effet le plus négatif sur l'humeur et la satisfaction par rapport à son propre corps. Le fait en plus de voir ces images d'influenceuses augmentait la comparaison sociale au niveau de l'apparence. Donc ça, la comparaison sociale, c'est quelque chose qui, dans l'immense majorité des cas, quand on le fait spontanément, est plutôt négatif. Alors sur le corps, évidemment, c'est pas quelque chose de positif. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude? En gros, c'est comme dans les études précédentes, c'est-à-dire que, sauf que là on est sur les influenceuses, mais en gros, voir des images de corps parfaits ou très esthétiques en permanence sur les réseaux sociaux, ça fait forcément penser à son propre corps. En tout cas, dans l'immense majorité des cas, évidemment, il y a toujours des gens qui sont moins sensibles à ça, hein, ou qui sont estiment être suffisamment sexy et attirants, donc une image forte d'eux-mêmes, qui vont donc pas être influencés par ça. Ouais. Mais il vaut quand même mieux limiter le fait de voir ce genre de photos. Il y a il y a une limite entre le fait de voir ce genre de photos pour la motivation, par exemple pour faire du sport, etc., euh, et le fait de basculer dans le body shaming, l'auto-body shaming, les humeurs négatives, et le fait de se renvoyer toujours une image de bah, elle me ressemble parce que c'est des influenceuses donc c'est pas des stars donc je peux m'identifier à elles mais en même temps par rapport à elles je me sens moche, je me trouve pas sexy etc et avoir ces processus de pensée de manière récurrente au quotidien bah, c'est évidemment pas très positif pour l'estime de soi donc c'est bien de limiter un petit peu ça. Et quand on a des images très sexualisées, c'est aussi encore, enfin c'est encore pire en fait sur l'image de soi, sur l'image corporelle. Donc euh, voilà. Donc il faut évidemment essayer de limiter ça. Là où cette étude elle apporte quelque chose d'autre, c'est de montrer que même le fait de voir des personnes auxquelles on peut s'identifier, parce que c'est ça le côté influenceur, hein, euh, même sans que les images soient sexualisées, ça a déjà un effet négatif. Vous voyez vous êtes une jeune femme, alors je sais pas, mais vous êtes une jeune femme, vous voyez des corps, des femmes qui censément ont les mêmes centres d'intérêt que vous pouvez considérer même parfois avec des relations parasociales comme des proches, et qui ont un corps, entre guillemets, parfait, selon les standards sociaux ou les standards que vous avez. Et ça va avoir un effet négatif de voir toujours ça. Parce que ça vous renvoie en fait à votre propre image. En tout cas pour la majeure partie des gens. Voilà pour ce premier article sur toujours la même chose, hein, l'image des influenceuses notamment. Et alors je n'ai pas recherché non plus spécifiquement. Encore une fois, les hommes sont moins touchés par ce phénomène, mais avec tous les comptes autour du physique, musculation, etc., physique parfait, ça a aussi un effet, je pense. Et en plus, les hommes, il y a souvent quand vous suivez des comptes muscu, etc., il y a souvent l'immense majorité, enfin l'immense majorité, je vais peut-être pas exagérer, mais énormément d'influenceurs musculation ou esthétique comme ça sont des gens qui ont pris des produits à un moment donné, donc c'est pas en plus très réaliste. Mais chez les hommes, c'est moins important, mais il faudrait recreuser. Je ne sais pas si aujourd'hui, les ados, les jeunes hommes ados, il n'y a pas aussi une influence, même si socialement, le corps de l'homme est moins sexualisé, donc il y a aussi moins de problématiques autour de ça. Je veux dire, les hommes sont plus protégés de ces effets-là, de base, mais ce serait intéressant de regarder, en fait, si ce type de phénomène est pas aussi en train de monter chez les hommes. Évidemment, à mon avis, mais il faudrait que je creuse la question, dans des proportions bien moindres que chez les femmes. Bien. Et on parle des mecs, justement. Parlons un petit peu de masculinité. Alors,
un article ici de Great Good Magazine sur la pression à montrer qu'on est à montrer sa masculinité pourrait avoir un effet négatif sur la durée de vie. Un article de Jill Suttie qui est une psychologue. Alors, il y a une nouvelle étude qui a été publiée. Tac, ici. Que je vous montre. Hein. Donc, une masculinité précaire et la santé des hommes dans le monde, qui a été publiée donc en 2023 aussi. Donc, le fait d'avoir de ne pas se dire qu'on est un vrai mec, ça peut avoir un effet sur la durée de vie. Enfin, la pression à prouver qu'on est un vrai mec, pardon. Donc, les hommes, vous le savez, dans le monde d'une manière générale, ont tendance à vivre moins longtemps que les femmes. Évidemment, les raisons sont multiples, dont il peut y avoir même donc, des différences biologiques qui sont à l'origine de ça, des différences de comportement. Il y a eu aussi pendant longtemps, et c'est encore le cas, des activités professionnelles qui sont plus coûteuses physiquement. Évidemment, il y a beaucoup plus de mecs qui travaillent, même si, par exemple, en Europe, les chantiers, maintenant, c'est quand même, enfin, c'est toujours un travail physique, mais par rapport à il y a 50 ans, c'est quand même sans commune mesure, au niveau des outils qui permettent d'alléger le travail. Mais évidemment, dans les travaux physiques, il y a beaucoup plus d'hommes dans le monde que de femmes. Enfin, voilà. Et ça peut casser la santé aussi beaucoup plus, l'exposition à des produits toxiques via ces métiers-là, etc. Bon. Donc ça c'est une autre explication, plus de différences biologiques, en plus de comportement, enfin il y a plein de choses qui peuvent expliquer ces différences d'âge, dont des différences de comportement, comme par exemple le fait de ne pas aller consulter les médecins, ou le fait de prendre plus de risques. Et oui. Et donc cette nouvelle étude là, cette étude qui a été publiée en 2023, elle suggère une autre piste sur la différence de longévité entre hommes et femmes, c'est la pression culturelle que les hommes ont à montrer qu'ils sont des mecs, à montrer que c'est des bonhommes, qu'ils en ont, quoi, que c'est des vrais. Alors, ces chercheurs-là avaient déjà fait une étude, publié une étude précédemment, où ils avaient interrogé des hommes et des femmes de 62 pays dans le monde par rapport sur leur rapport à la masculinité. Et à quel point ils étaient d'accord avec des déclarations comme les suivantes, que je vais traduire à la volée. Certains garçons ne deviennent jamais des hommes, peu importe leur âge. Autre affirmation, il est assez facile pour un homme de perdre son statut d'homme. Voilà. Ou la masculinité n'est pas quelque chose qui est sûr, c'est quelque chose qui peut être perdu. Plus le score était élevé, plus le pays en général, je rappelle qu'il y a des hommes et des femmes qui répondaient à ça, plus le pays en général avait une vision de masculinité précaire. C'est-à-dire, c'est une croyance, ça, la masculinité précaire, telle qu'elle définisse, la croyance que le fait de devenir un homme, c'est difficile, que ça doit être mérité, gagné, et que c'est facile de perdre ce statut-là. Donc être un homme, ça se mérite, ça se travaille, ça se devient, et on peut perdre ce statut-là. Et cette croyance, elle varie en fonction des pays. Par exemple, au Kosovo, en Albanie et en Iran, c'est là où il y avait le plus d'adhérence à cette vision-là, alors qu'en Finlande, en Espagne et en Allemagne, il y avait le moins d'adhérence à cette vision de la masculinité. Donc là, dans la nouvelle étude, ils ont essayé de lier ça, ces croyances sur la masculinité, à la durée de vie. Ils ont essayé de voir s'il y avait un rapport entre les deux. Et donc, ce qu'ils ont regardé, c'est les scores généraux dans le pays sur les croyances autour de la masculinité, avec les taux de prise de risque, de comportement, les taux de comportement à risque des hommes du pays en question. Par exemple, le fait de fumer, de faire du binge drinking, donc de se bourrer la gueule,
le fait d'être en contact avec d'aller chercher le contact avec des animaux dangereux, venimeux, etc. Et ils ont aussi essayé de voir si ça avait un lien avec les, euh, comment dire, les conséquences de santé associées à cette prise de risque. Et enfin, ils ont aussi comparé ces croyances sur la masculinité au taux de mortalité et aux, comment on dit, aux conséquences, aux problèmes de santé, voilà, qui n'étaient pas associés à des comportements à risque. Donc vous avez des comportements à risque qui vont provoquer des problèmes de santé, typiquement le fait de picoler tout le temps, le fait de fumer. Et puis vous avez des comportements, vous avez des problèmes de santé qui ne sont pas liés à des comportements spécifiquement à risque, comme l'opération de l'appendicite, la maladie d'Alzheimer, les taux de mortalité liés à la pollution de l'air, etc. Bon, ok. Euh, Ils ont pris aussi en compte d'autres paramètres du pays par rapport à la santé pour essayer d'équilibrer et pour voir à quel point c'était spécifique à cette image de la masculinité qui se mérite, du statut d'homme qui se mérite. Donc ils ont pris par exemple le nombre de docteurs pour 1000 habitants. Euh, Ils ont pris aussi le taux de prise de risque et de conséquences de santé des femmes pour comparer, équilibrer, pour voir vraiment l'effet spécifique chez les hommes et le niveau d'égalité de genre. Voilà. Et le niveau de développement humain du pays, donc ça c'est des mesures, des métriques un peu générales, le niveau de développement qui est basé sur l'économie, la santé et le niveau d'éducation. Voilà. En analysant les résultats, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que les hommes qui avaient euh, une plus forte vision de la masculinité comme quelque chose de précaire avaient de plus hauts taux de prise de risque et une moins bonne santé que dans les pays où ces croyances-là étaient plus faibles. Il y avait aussi une durée de vie plus courte dans les pays où les gens croyaient que le fait d'être un homme ça se mérite et ça peut se perdre et ça se travaille et ça se travaille et c'est difficile. Dans ces pays où on a cette plus grosse image là, on a aussi donc des hommes qui vivent moins longtemps. Quand leur statut d'homme était remis en question, euh, comme le fait de... Et donc ça pouvait, par exemple, on peut aller jusqu'à presque 7 ans de durée de vie en moins que dans les pays où il y avait pas ce côté masculinité hyper développé. Et donc 7 ans, c'est quand même énorme, et un peu moins de 7 ans. Et donc ça a vachement marqué les auteurs, puisque cette pression culturelle, elle a un effet quand même assez fort, quoi. Alors, et pourquoi? Alors les auteurs, donc notamment Vandello, qui est un des auteurs, dit que la prise de risque, euh, que les hommes, les risques que les hommes prennent pour éviter que leur masculinité soit remise en question, ça commence souvent très tôt dans la vie. Et ça mène à des morts précoces. Donc en fait, il y a une première chose qui est que la différence d'espérance de vie, elle est liée à une moyenne, et que dans cette moyenne, quand il y a une forte image de la masculinité, ça se prouve, faut que tu prouves que tu es un bonhomme, etc. Et ça entraîne dans ces pays-là le fait que chez les jeunes, il y a une prise de risque beaucoup plus importante qui amène à plus de morts très très jeunes. Et donc la moyenne forcément va baisser. Donc ça c'est une première chose. Effectivement, les hommes qui sont à leur vingtaine ont 3 fois plus de chances de mourir que les femmes du même âge. Et ça, dans ces cas-là, c'est dû à la prise de risque. Quasiment, dans l'immense majorité des cas. Il n'y a pas que ça, il y a le fait que les hommes qui prennent des risques pour prouver leur masculinité dans ces pays où c'est important de prouver sa masculinité, où il y a cette croyance-là, eh bien ces personnes-là vont évidemment moins prendre soin de leur santé, parce que le fait d'aller chez les médecins, de pas tough it out, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de pas tanker le truc, eh ben ça veut dire qu'on n'est pas un mec. Donc, faut éviter quand même.
Voilà. Et pareil, sur la bouffe, par exemple, ils ont peur de se faire qu'on se foute de leur gueule s'ils prennent une salade plutôt que, plutôt que le gros steak au restaurant, tu vois. Ou s'ils vont chez le médecin plutôt que de juste, voilà, tough in and out, donc juste de tanker le truc. Et donc tout ça, quand vous prenez ça sur une durée de vie, sur des années, des dizaines d'années, ça a un effet sur la santé. Euh, voilà. Et vous voyez, en France, peut-être que vous avez déjà entendu, ouais, tu prends une salade, alors qu'est-ce qui se passe? On a aussi hein, ce genre de remarques, ça peut arriver. Ça dépend dans quel milieu on est, mais de qui sont nos proches, nos collègues, les gens avec qui on prend des repas. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, voilà, ça, quand ça se cumule, ça peut être négatif. Euh, donc tout ça, c'est pas, enfin, c'est très comportemental. C'est pas juste biologique, c'est pas juste la génétique. Hein. C'est aussi très culturel. Euh, alors, les femmes prennent aussi plus de risques dans les sociétés qui adhèrent à cette vision de la masculinité qui se mérite. Mais même, parce que je vous rappelle que dans l'étude, ils regardent aussi chez les femmes pour comparer, pour voir s'il y a un effet spécifique chez les hommes. Donc dans les pays où c'est très, tu dois prouver que t'es un mec, etc., les femmes prennent aussi plus de risques. Donc il y a un côté culturel global aussi. Mais même avec ça, euh, ça, ça ne, n'élimine pas l'effet spécifique chez les hommes. C'est pas général, hommes et femmes confondus. Quoi. Il y a un truc spécifique chez les hommes. Euh, voilà, donc il y a plein. Évidemment, c'est pas le seul facteur, mais ce facteur, il a quand même un vrai impact. Alors, là, on finit sur une note positive, et puis après, on ira sur le dernier article. Euh, Ça veut pas dire que tous les comportements masculins qui sont liés à la masculinité telle qu'on ça représente sont forcément négatifs et mauvais pour la santé. Euh, Par exemple, il y a des comportements positifs. Les hommes ont tendance à faire plus de sport, euh, à faire plus de muscu, d'exercice seul et plus de sport que les femmes. Et ça, c'est plutôt un comportement de santé. Évidemment, sauf si on va jusqu'au bout de la limite pour prouver des trucs et qu'on se blesse comme un débile. Bon, évidemment, quand vous êtes sportif de haut niveau, oui, vous poussez à la limite, mais vous êtes encadré et puis c'est progressif, etc. C'est à autre chose. On parle de la population générale. Hein. On parle de faire le prouveur, voilà, et puis de se péter un truc. Alors que personne ne vous a rien demandé. Euh, voilà. Les hommes aussi, par rapport à la santé, ils peuvent avoir plus de. Comment dire, avoir plus d'agency, donc comment je peux vous traduire ça. Être plus proactif en fait par rapport à la santé, c'est-à-dire qu'ils vont être, ils vont prendre des résolutions, ils vont faire en sorte de travailler sur leur santé, d'être plus proactif, de faire, voilà, d'être plus en maîtrise de ça, euh, et d'être moins passif. Évidemment, c'est un grand trait. Hein. Et donc ça peut avoir un effet important pour la guérison. Tant que, encore une fois, c'est pas poussé à l'extrême. Donc là, on a un article là-dessus. Par exemple, par rapport au cancer de la prostate, l'effet de justement l'agentivité, donc le fait d'être proactif euh, et d'essayer d'agir, faire des trucs pour justement que ça se passe mieux pour guérir, etc. Euh, voilà. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Donc une des suggestions de l'auteur, c'est aussi comment est-ce qu'on peut reformuler les problèmes de santé quand on s'adresse à des hommes. Euh, Par exemple, c'est pas forcément intéressant chez les hommes d'insister sur le risque, enfin sur les comportements à risque, mais par exemple, fumer c'est mauvais, etc. Euh, Parce que le fait de prendre des risques, ça peut être plus attirant par rapport à la jante féminine. Ah oui, parce qu'on est dans ces représentations de la masculinité. Et donc ça peut être plus intéressant de se focaliser sur le fait d'être en bonne santé euh, pour faire ce qu'on a envie de faire. Par exemple, pour être un bon père de famille, pour être un bon mari, il faut être en bonne santé. Et donc c'est plus intéressant dans les sociétés où on a cette vision de la masculinité qui se mérite, qui se gagne, où faut prouver qu'on est un vrai bonhomme, etc. C'est plus intéressant de dire, ben,
prendre soin de sa santé, c'est important si tu veux être un vrai bonhomme et t'occuper de ta femme et de tes enfants. Et être un provider, être celui qui mène la nourriture sur la table, plutôt que de dire attention, prends pas de risque parce que c'est dangereux pour ta santé. Alors que, par exemple, le fait de fumer, ça peut être attirant. Encore une fois, on est un peu dans l'extrême des caricatures, mais voilà. Attirant pour les femmes, le mec qui fume et tout, c'est cool, machin. Bon. Euh, et pareil, dans l'éducation, faire attention, il faut éduquer les garçons en leur disant que c'est ok de parler à quelqu'un d'autre quand on a des problèmes et de s'ouvrir émotionnellement. Et c'est pas facile, hein. On est un peu tous influencés par ça, mais effectivement, ça c'est une question d'éducation, mais c'est important. Donc voilà, la masculinité toxique, c'est pas seulement toxique pour les femmes, c'est aussi toxique pour les hommes, à tel point que ça peut raccourcir leur vie. Donc, quand même, hein. Donc, influenceuse, masculinité toxique, et on va finir avec un truc un peu fun, je trouve, et un peu plus pratique pour vous, sur la thérapie, les films comme outil thérapeutique. Alors, c'est un article qui a été publié dans The Conversation, donc je rappelle, c'est une publication où c'est des chercheurs qui font des articles de vulgarisation directement. Et donc là, c'est un article qui a été traduit de l'anglais, donc dans la version française de The Conversation, et donc qui est écrit par Jenny Hamilton, qui est une chercheuse en psychologie à l'université de Lincoln, au Royaume-Uni. Alors, effectivement, beaucoup d'entre nous aiment regarder des films pour éprouver certaines émotions. Un film triste peut nous aider avec nos émotions, une comédie peut nous remonter le moral, et les films donnent également l'occasion de nous connecter à nos émotions et de les explorer en toute sécurité. Un peu comme les livres aussi, évidemment. Euh, alors, cet effet émotionnel des films, on le connaît, mais le fait de les utiliser en outil thérapeutique, c'est assez récent. Alors, moi, je l'explique d'une manière assez simple, c'est qu'il y a une grosse part de subjectivité, et que c'est compliqué, c'est pas simple, quoi, de se dire, c'est pas aussi simple que de se dire, ah oui, vous avez tel problème psychologique, vous allez regarder tel film, tel film, tel film. Vous avez tel autre besoin, vous allez regarder plutôt tel film, tel film, tel film. Genre, à chaque fois, il y aurait 3 films à regarder en fonction de tel ou tel problème. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a une part de subjectivité, et qu'un film, c'est quelque chose de complexe, avec une réalisation, des thèmes qui sont abordés, des aspects culturels. Si on parle d'humour, évidemment, l'humour, ça dépend des personnes. Donc évidemment, ça explique aussi peut-être le fait que ce soit complexe de trouver une manière de les intégrer dans une démarche thérapeutique, ou dans une démarche de coaching. Pardon, j'ai mon filtre micro qui s'est cassé la gueule. Voilà. Mais, vu cet effet, c'est un intérêt croissant. Et donc là, la chercheuse en question, elle a regardé la littérature scientifique publiée à ce jour sur la thérapie des films, parfois appelée filmothérapie ou cinémathérapie. Ça, c'est la traduction qui dit ça. Et les éditeurs de Conversation qui notent ça. Et donc ça peut s'avérer efficace pour aider les gens à traiter les émotions difficiles qu'ils ressentent, et ça peut contribuer à améliorer leur santé mentale. Et notamment en psychologie positive, j'avais vu déjà il y a quelques années quelques éléments là-dessus, et notamment quand vous travaillez sur les forces de caractère, c'est des pistes qui sont suggérées aussi dans le guide des forces, et que je suggère aussi de mon côté, c'est le fait de trouver des films qui nous permettent de réfléchir à certaines forces, de travailler à certaines forces, de ressentir certaines émotions, etc. Alors, elle a constaté, dans la littérature scientifique, on constate que en fait, ça implique les gens sur le plan émotionnel, les films, évidemment, mais d'une manière qui peut s'avérer thérapeutique. Donc, par exemple, parler des personnages de films peut être plus confortable que de discuter directement des problèmes que l'on rencontre. Ça veut dire une certaine distance émotionnelle par rapport à ce que l'on vit. Et les films peuvent également aider les gens à acquérir des compétences, des savoir-être en s'inspirant de la façon dont les personnages de films font face à leurs difficultés. J'ai envie de dire, là encore, même chose qu'avec les livres et n'importe quel média. Vous avez des personnages, vous vous identifiez aux personnages, vous apprenez des personnages, vous comprenez des choses via ce que vivent les personnages. C'est tout l'effet cathartique, entre guillemets,
que peut avoir, euh, que peuvent avoir la BD, les livres, les films, la musique dans une certaine mesure, quand on s'intéresse aux paroles en plus, etc. Mais c'est un peu plus limité, dans le storytelling en tout cas. Donc voilà, il y a tout ça. Et alors la thérapie par le film réduit aussi les conflits entre parents et adolescents, augmente l'empathie et le dialogue entre eux, et contribue à faciliter leur communication. Et ça permet de réduire l'anxiété et rend la thérapie plus attrayante. Quand on a des thérapies, notamment dans les liens familiaux. Donc là, en fait, elle a fait une revue de littérature, hein, donc elle reprend tout ce qui est ressorti. Vous avez les références, hein, évidemment, chaque fois ça renvoie à des articles de recherche. Euh, alors pour certains groupes de personnes, c'est un effet encore plus important, notamment les personnes autistes, les jeunes personnes autistes, leur permettait d'identifier leurs points forts et développer leur résilience. Les patients atteints de troubles psychiatriques, ça leur permet aussi d'exprimer leurs pensées, leurs sentiments, en ayant un média, en fait, un support à partir duquel s'exprimer. Euh, alors, une autre étude a montré que le fait de regarder des films de super-héros, puis d'en discuter, permettait aux jeunes personnes diagnostiquées schizophrènes de trouver de la force et des raisons d'affronter les difficultés qu'elles rencontraient, ces personnes-là. Donc, bien sûr, tout ça, c'est des études encore qui sont. Vous avez une étude sur telle population, une étude sur une autre, c'est encore très récent. Et il va falloir creuser, il va falloir multiplier les études pour montrer à quel point ça a un effet, quelle amplitude, sur vraiment, est-ce que c'est vraiment confirmé sur chacune des variables là, qu'on a évoquées. C'est à voir. Et en fonction aussi de comment les gens s'impliquent dans les films, qu'est-ce qu'ils regardent, etc. Donc là, elle fait un petit passage rapide sur Aristote par rapport à la catharsis justement dans le théâtre, hein, dans le théâtre grec. Donc ça, c'est des choses, voilà, dans le théâtre, tout ce qui va être en fait histoire racontée, storytelling avec des personnages, on peut avoir cet effet-là. Enfin, en tout cas, il y a cette projection, il y a cette identification, il y a cet apprentissage éventuel. Donc en film, ça rassemble là où le film pardon, a un intérêt c'est qu'il implique plus de, plus de médias, plus de choses, et c'est plus riche, et donc ça prend plus. Parce que c'est des images, des histoires, des métaphores, de la musique, et j'irais aussi jusqu'à dire une mise en scène, une esthétique, etc., qui vont avoir un effet et qui peuvent être des bénéfices thérapeutiques. Et ça a été démontré. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible, évidemment. Plus besoin d'aller euh, chez le loueur de DVD ou de cassettes pour les plus vieux pour aller chercher son film préféré et puis peut-être que le film ils l'ont pas en stock, etc. Alors, donc des recherches montrent des effets positifs, mais il n'y a pas beaucoup de recommandations qui ont été établies pour utiliser au mieux les films dans le cadre d'une thérapie. Ce que je vous disais au début, c'est que c'est compliqué parce qu'en fait, vous n'avez pas de liste de films à conseiller à tout le monde de manière universelle en fonction des symptômes qu'ils ont. C'est pas, c'est pas une grille, un tableau à double entrée, quoi, ou à triple entrée. Donc là, ce qu'elle conseille, cette chercheuse, elle a mis au point une méthode, elle, et c'est ce qu'elle va conseiller. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez tester les choses. Et cette méthode, évidemment, elle s'appuie sur des recherches scientifiques et des pratiques, elle, qu'elle met en place en thérapie pour utiliser les films dans ce cadre-là. Elle a appelé ça la movie method, la méthode film. Voilà. Voilà, il y a une étude qui a été publiée dessus, hein. Donc là, c'est pareil, c'est intéressant. Euh, et on peut, vous pouvez lire l'article si vous voulez. Donc je vous remets il est en accès libre, hein. Donc c'est Movies on the Couch, The Movie Model of Film Therapy, qui a été publié en mai 2023. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder ça. Je laisse un petit peu plus longtemps, tac, pour que ce soit en replay bien visible. Donc, la première étape. Alors pardon, je n'avais pas tout regardé. Euh, donc dans cette méthode, il y a un engagement conscient, une observation des réactions, une expression de l'expérience, une identification de la pertinence personnelle et une exploration de nouvelles possibilités. Donc là, regarder un film, c'est plus juste un truc passif, hein. Donc la première étape dans cette méthode-là, ça consiste à vérifier en pleine conscience comment on se sent. Est-ce que c'est un bon jour pour s'engager dans un film qu'on a choisi de regarder? Et donc en amont, on va réfléchir à l'effet que pourrait avoir ce film
ou l'effet que pourrait avoir le fait d'engager la réflexion autour de ce film. Et quand on se dit, ok, c'est bon, c'est le bon jour pour regarder, pour me mettre dans cette démarche-là de vraiment un peu plus réflexive, eh bien, on va observer un peu ses pensées, ses sentiments, ses réactions physiques pendant qu'on regarde le film. C'est-à-dire que on n'est pas à 100% plus dans le film, mais on prend le temps de noter, ah tiens, je ressens ça. Ah tiens, j'ai pensé à ça. Ah tiens, j'ai cette réaction, j'ai sursauté, j'ai eu des frissons, etc. Euh, L'idée, c'est juste de les noter, hein, c'est de l'observation comme en pleine conscience, sans les juger, et pas forcément se laisser entraîner par eux, mais juste regarder ce qui se passe. Une fois qu'on a regardé le film, on va exprimer ou nommer les émotions qu'on a ressenties. Euh, donc ça peut être bien de les noter pour organiser ses pensées, puis en même temps comme ça on se fait des petites fiches par film, donc ça peut être chouette. Et là l'idée c'est d'être curieux, d'explorer. Donc on regarde les sentiments qu'on a ressentis, comment est-ce que les émotions sont exprimées physiquement dans le corps, est-ce qu'il y a par exemple la tension, de la relaxation, ou de la colère, ou du dégoût, je sais pas, ou de la surprise, voilà, comment c'est exprimé, donc on va noter tout ça, ok. Et ensuite on va identifier ce que le film représente pour soi. À qui est-ce qu'on s'est identifié? Comment le parcours du personnage auquel on s'est identifié peut nous rappeler nos propres réussites ou nos propres défis. Euh, Si dans le film il y a différents groupes ou différentes cultures qui sont représentés, il faut faire preuve d'un peu d'esprit critique, ce qui est dit ici, sur la manière dont les personnages de ces questions sont représentés, pour éviter de tomber dans les stéréotypes, parce qu'il y a des films où on a quand même pas mal de stéréotypes. Donc voilà, être un peu critique par rapport à ça. Et ensuite, on va essayer de réfléchir, on va réfléchir à la manière dont le film peut aider à explorer de nouvelles possibilités ou stratégies, aider à grandir. Comment est-ce que les personnages du film ont résolu leurs problèmes? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur notre propre vie? On regarde l'histoire du film, on regarde notre histoire, on essaye de faire des connexions, des liens. Euh, Est-ce que vous changeriez l'histoire, ou est-ce que vous écririez une suite à l'histoire? Qu'est-ce que ça serait? Vous écriveriez, pardon. Je lisais en même temps, donc c'est... Euh, voilà, imaginez les enseignements qu'on peut tirer de cette réflexion-là. Donc l'idée en gros, c'est en amont, est-ce que je suis dans le bon mood? Est-ce que je suis prêt à avoir cette réflexion-là? Pendant, on fait attention, on prête attention à ses ressentis, à ses émotions, à ses réactions. À la fin, on note déjà tout ça. Ensuite, on regarde à qui on s'est identifié, qu'est-ce que ça renvoie par rapport à notre propre vie, euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme apprentissage, est-ce qu'on écrirait la suite, comment, est-ce que il y a certains groupes qui ont été représentés, est-ce que ces groupes-là, c'est vraiment comme ça dans la réalité, voilà. Et tout ça nous permet d'avoir un peu tirer des leçons du film, apprendre des choses sur le film, enfin sur soi via le film, et grandir grâce à ça. Et après, moi, ce que j'aurais envie de vous dire en plus, c'est que vous pouvez vous constituer un peu une filmothèque en fonction des émotions, des sentiments, des forces de caractère aussi, j'ai envie de dire. Désolé, je retombe là-dedans, mais que le film vous évoque. Et comme ça, vous pouvez vous dire, bah tiens, j'ai ma filmographie dans laquelle je vais piocher quand je veux me remettre dans tel ou tel mood, ou quand j'ai besoin d'être réconforté sur tel point, ou quand j'ai besoin d'être hypé ou d'être à fond sur tel point. Un peu comme vous pouvez l'avoir avec de la musique, on peut avoir des musiques un peu là, qui nous boostent, qui nous font explorer à fond notre tristesse quand on en a, et des fois ça fait du bien d'évacuer. Euh, et bien on peut avoir la même chose avec des films, de manière un peu plus complexe, mais ça peut être intéressant de se constituer une liste. Donc voilà, pour travailler sur certains sujets, ça peut être une bonne chose de tester cette méthode qui est en fait finalement assez accessible. Qui nécessite un peu de taf, hein, c'est toujours pareil, il faut un peu de réflexion, prendre un peu le temps de le faire et tout, mais ça peut être chouette. Voilà, écoutez, il est 9h11, j'étais un petit peu en retard ce matin, encore plus que d'habitude, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que jeudi prochain, j'ai pas de truc qui m'empêche de streamer. Donc je vous dis à la semaine prochaine.
peut-être un stream entre-temps, encore une fois, j'essaye, en fait, j'ai des let's play à lancer, notamment, donc je vais voir si j'arrive à les lancer bientôt. J'aimerais bien, donc peut-être d'ici la semaine prochaine, ou en tout cas dans les 2-3 prochaines semaines, du let's play en plus, voir d'autres formats que je vais reprendre, si j'ai le temps de les préparer. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao!